Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show, encore une fois pour l'actualité technologique, informatique et tout ça de la semaine. On va commencer par la news qui déçoit, mais qui était prévisible et qui évidemment on attendait. C'est la fin de la neutralité du web aux États-Unis. Enfin, pour le moment évidemment, parce que tout peut être changé. Mais en tout cas, donc le FCC, l'institution qui est censée protéger Internet, a voté 3 contre 2 de retirer les règles de protection de la neutralité du web. Ça veut dire que maintenant, les gros opérateurs tels que Verizon, Comcast et tout ça vont pouvoir à nouveau faire genre des packs Facebook où vous payez 10 € en plus par mois et vous avez Facebook illimité ou des trucs dans le genre. Sur votre ligne fixe, hein, pas sur mobile, parce que on fait un petit peu ça sur mobile en France, mais genre là, c'est carrément sur la ligne fixe. Donc, vraiment pas cool, mais prévisible en partie. Et maintenant, il n'y a plus qu'à se demander qu'est-ce qui pourrait être fait. Je tiens quand même à souligner que donc, le FCC, il y a 5 personnes qui votent. Donc déjà, le truc un peu bizarre, c'est qu'il y a 5 personnes qui votent pour l'entièreté du peuple américain. Des personnes qui ne sont pas élues par le peuple américain, il faut le préciser. Toutefois, il y avait quand même 2 personnes qui étaient pro-net neutralité. Donc ça, c'était quand même un point positif quand on y pense. Il faut clairement remercier ces 2 personnes qui pensent réellement au bienfait des gens. Mais bon. Et du coup maintenant, la question qu'on peut se poser, qu'est-ce qui va arriver maintenant? Ça peut toujours être remis en question par le Congrès. Donc il y a apparemment une loi qui est en train de passer au Congrès, qui va être votée évidemment à un moment ou à un autre, qui pourrait renverser ça. Le problème évidemment, c'est que le Congrès est contrôlé par les républicains. En ce moment aux États-Unis, les républicains, mais c'est un petit peu eux qui ont fait ça, donc à voir, à voir. Moi, je pense qu'on ne leur verra pas la neutralité du web avant 2018, certainement, aux États-Unis, parce que c'est en 2018 qu'il y aura les élections, genre au Congrès et tout ça, qui devraient remettre plus de gens, tout simplement, plus de démocrates au pouvoir, qui, eux, sont évidemment pro-neutralité du web, en grande partie, pas tous. Autre news, au niveau de Disney, qui a racheté, qui compte racheter. C'est confirmé comme deal, mais il faut qu'il soit validé par les autorités. Mais Disney veut rajouter des parties de 20 Fox Century. Donc, je pense que vous avez tous vu 20 Fox Century. Le gros logo avec un 20 là qui fait... Ben, ça, ben, ils ont racheté ça. Oui, donc Mickey s'est racheté ça. Parce qu'il s'est dit, bon, c'est pas trop mal. Non, c'est pas Mickey en fait. Donc, ouais, ils ont racheté plusieurs parties. Donc, ça inclut plusieurs sous-division de 20 Fox Century, FX Network. Vous avez toute la série X-Men, Deadpool, que je ne savais même pas qu'il était sous les droits de 20 Fox Century. Et apparemment, la majorité des trucs dans la majorité des actions de Hulu. Hulu qui est une plateforme de streaming. Donc, plusieurs interrogations, moi que j'ai. Première interrogation que beaucoup de gens avaient, c'était au niveau de Hulu. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que Disney veut lancer son propre service de streaming. Et Hulu est un service de streaming, un peu comme Netflix. Donc, qu'est-ce qui va se passer ici? Est-ce que Hulu va être intégré? Est-ce que Hulu va rester la plateforme principale et Disney va intégrer ce truc dedans? On ne sait pas. Une chose est sûre, c'est qu'à mon avis, les technologies d'Hulu vont bien servir à Disney pour leur streaming. Donc, on verra bien ce que ça donnera. Personnellement, je ne sais pas trop. Une autre question qu'on avait, c'était Deadpool. Moi, surtout que je posais, c'est que Deadpool est un film clairement interdit aux moins de 18 ans, et c'est une bonne chose, ça permet de débrider totalement l'humour de Deadpool, parce que c'est Deadpool, vous pouvez pas faire un film Deadpool pour les moins de 12 ans, ou les moins de 15 ans, ou même les plus de 12 ans, jusqu'à 18 ans en tout cas, c'est pas possible. Il faut qu'il soit moins de 18 ans, même si évidemment il y a des adolescents qui regardent, mais au moins il faut qu'il soit totalement débridé. Du coup, Disney, ils sont pas trop... Voilà, c'est Disney, quoi. Ils sont pas trop blagues de mauvais goût et tout ça. Ils ont même viré des gens pour beaucoup moins que ça sur YouTube et tout ça. Donc, à voir ce que ça va donner. J'ai un petit peu peur parce que je pense que ça pourrait largement gâcher la série Deadpool. Il y a déjà 2 films qui sont sortis jusqu'à maintenant. 2 bons films. Le premier, surtout, qui était excellent apparemment, que je n'ai toujours pas regardé, il faut que je le regarde, mais ça pourrait gâcher pas mal de choses, donc j'ai un petit peu peur moi à ce niveau-là. Et puis il y avait d'autres trucs, alors évidemment 20 Fox Century, oui, c'est en relation aussi avec Fox News, mais Fox News n'est pas racheté par Disney, c'est une autre partie de 20 Fox Century, donc ça ce sera toujours indépendant dans son côté. Ce qui aurait été marrant en fait quand j'y pense, parce que Disney est principalement implémenté sur la côte ouest, c'est-à-dire qu'ils sont très libéraux, donc très démocrates. Et Fox News, c'est une chaîne de télévision très républicaine. Donc, si Disney avait racheté réellement Fox News, ça aurait été très intéressant parce que, aussi bien, ils auraient pu changer la chaîne de TV, contrôler la chaîne de TV et la rendre moins républicaine en quelque sorte. Mais bon,
ce ne sera pas fait quoi qu'il arrive. Et puis, ce serait une mauvaise chose parce que il faut, je pense, avoir un petit peu de tous les côtés des pouvoirs pour voir un petit peu ce qui se passe de chaque côté. Si tout était du même côté, ce ne serait pas une bonne chose. Enfin bref, donc voilà, c'est juste un assez gros rachat, très honnêtement, 50 milliards de dollars, 52 milliards. Vous pourriez acheter 25 fois Minecraft avec ça, littéralement. Non, 26 fois, pour être plus exact. Enfin bref. Alors, Crytek, ça c'est une news. Alors, si vous ne savez pas, Crytek qui ont fait donc Crysis 1, 2 et 3, ils ont fait aussi le CryEngine qui avait tourné sur le premier Far Cry à l'époque, oui, il y a très longtemps. C'était pas du tout le même Far Cry d'ailleurs. Et du coup, Crytek a eu pas mal de problèmes ces dernières années, faut être honnête. Les derniers Crysis ne sont pas forcément les mieux vendus. Ils ont du mal, donc ils ont rendu aussi leur CryEngine totalement plus libre, en tout cas d'utilisation, pour que beaucoup plus de gens l'utilisent. Mais évidemment, si vous vendez un jeu, vous devez payer une licence. Mais même avec tout ça, ça n'a pas aidé. Donc ils ont toujours un petit peu des difficultés. Et surtout, là, ils ont des petits problèmes et un petit bif avec Star Citizen. Donc Star Citizen, c'est le jeu hyper ambitieux de l'espace, que tout le monde connaît, je pense, qui a récolté des... Genre, ils ont mis un endroit, ce qu'ils avaient récolté, 150 millions, un truc dans le genre. C'est assez fou. J'ai pris un pack dans Star Citizen parce que j'attends la sortie du jeu. Il devait sortir d'ailleurs pour 2017, la première date en tout cas. C'est pas le cas. Donc on verra bien quand ça sortira. Moi je préfère qu'il sorte quand ce soit fini. Point. Et puis voilà. Mais en tout cas, ça n'a rien à voir avec ça. C'est plutôt à voir avec le fait que Star Citizen utilise le CryEngine pour tourner. Enfin, au début. Après, ils l'ont beaucoup changé. Ils ont beaucoup, d'ailleurs, recruté de gens qui travaillaient chez Crytek. Donc ça, c'était, ma foi, une bonne chose pour ceux qui travaillaient chez Crytek. Ils ont pu quitter un bateau qui coule pour un autre bateau qui va peut-être couler. C'est mieux que de couler avec l'autre bateau, hein, franchement. Et du coup, bah, ils ont remodifié pas mal le moteur de rendu. Mais le problème, en fait, qui vient d'ici, c'est pas par rapport à ça. Justement, c'était un deal qu'ils avaient signé en 2012, de travailler de manière très proche ensemble. Le problème, c'est qu'en fin 2016, eh bien, Star Citizen, ou plutôt les développeurs de Star Citizen, ont commencé à utiliser un autre engine, si vous êtes plus correct, d'Amazon, qui est le Lumberyard, voilà, qui est donc un engine développé par Amazon. J'avais, il me semble, parlé dans un texte à macho de justement ce que faisait Amazon à ce niveau-là, il me semble, s'il y en a qui se souviennent. Dans tous les cas, ils ont commencé à utiliser ça en fin 2016. Pas entièrement, hein, ils ont toujours en grande partie le moteur de rendu totalement modifié, qu'ils ont même renommé. Il me semble qu'ils l'ont appelé, je ne sais plus comment ils l'avaient appelé, mais ils lui ont donné un nom totalement différent. Donc le problème, c'est que Crytek est en mode « Hey, vous aviez dit que vous utiliseriez que notre truc, et vous avez utilisé un autre truc. » Et du coup, il y a des actions légales qui sont prises en cours. Donc c'est... Yep, c'est un petit peu n'importe quoi. On verra bien ce que ça donnera. Une chose est sûre, en fait, je hijack cette news juste pour rappeler que Star Citizen existe et que j'attends toujours sa sortie. C'est à peu près ça. Autre news, toujours dans le texte, c'est au niveau de Renault et de sa symbiose. C'est une voiture autonome qui est donc sortie par Renault. Et du coup, vous avez dû voir pas mal d'infos là-dessus. Mais bon, c'est une actualité de la semaine, quoi qu'il arrive. J'ai même vu que Linus Tech Tips avait été à Paris pour la voir. Il n'a toujours pas posté de vidéo là-dessus, donc... Je suis techniquement en avance pour en parler. Non, ça n'a rien à voir. Mais bon, du coup, c'est assez intéressant parce que c'est... Il y en a déjà eu un petit peu, mais c'est la première voiture autonome qui sort d'une grosse marque française. C'est assez intéressant. Il faut quand même avouer que on voudrait quand même qu'il y ait un petit peu de concurrence sur le marché, que ce ne soit pas juste des voitures américaines hein, qui sortent en Europe, hein, qui fournissent ce genre de fonctionnalités. Donc c'est une bonne chose, évidemment, pour tout le monde. Et du coup, ils ont un petit peu montré cette voiture, tout simplement. Donc, c'est une voiture autonome de niveau 4. C'est-à-dire qu'elle peut changer de ligne automatiquement d'elle-même, contrôler la distance entre les voitures, contrôler la vitesse de la voiture et sortir de l'autoroute quand il faut et tout ça. Donc, elle est assez autonome, mais c'est pas le full niveau non plus, hein, je tiens à le préciser. Donc, il y a différents niveaux d'autonomité, d'autonome. Je ne sais pas comment on le prononce. Il y a différents niveaux en tout cas pour qualifier les voitures autonomes. Je ne sais plus exactement si ça va du plus petit au plus grand ou du plus grand au plus petit. Donc me cotez pas trop là-dessus. Il me semble que ça va du plus petit au plus grand, je pense. Donc le niveau 5 ça doit être le full autonome si je me souviens bien. Dans tous les cas c'est beaucoup plus autonome qu'une Tesla par exemple.
C'est un look évidemment assez futuriste, comme vous pouvez voir. Bon, évidemment, ça c'est plutôt un prototype, c'est pas forcément la voiture qui sortira ou autre chose. Bien souvent, les voitures prototypes sont hyper design ou autre chose pour faire juste regarder comme c'est moderne, mais en fait non. Donc il y avait des trucs intéressants. Donc comme vous pouvez voir, juste un plan de ce qui se passe sur la route. On voit, il arrive à détecter le camion là, il arrive à détecter l'autre camion un petit peu sur le côté aussi, on dirait. La vitesse, tout ça, le fait qu'elle peut changer de ligne automatiquement, ça on en a parlé. Et surtout, ils ont des fonctionnalités un petit peu étranges, c'est que par exemple, alors il parlait aussi oui, des payages en France. Ça c'était assez intéressant, c'est que, mais aux États-Unis il n'y a pas de payage. En France, enfin il me semble qu'il y a quelques péages à certains endroits, mais il n'y a globalement pas de péage. En France, il y a des péages sur les autoroutes. Et les péages, pour une voiture autonome, c'est compliqué parce que le moment où vous vous retrouvez à l'endroit du péage, c'est que la route s'élargit et il n'y a plus aucune bande vraiment indiquée à certains endroits. Et c'est juste, si vous êtes un automobiliste, vous savez où aller. Vous suivez juste une ligne de voiture, vous allez jusqu'au truc de péage. Mais une voiture autonome, elle utilise genre les bandes au sol et tout ça pour se repérer. Et du coup, dans un truc pareil, elle a un petit peu du mal. Donc là, il montrait qu'apparemment, elle se débrouille pas trop mal, et que ça a été quand même un challenge de faire ça. Évidemment pour le marché français. Ils ont aussi montré un casque de réalité virtuelle que vous avez dans la voiture pour avoir une expérience dans la voiture quand vous conduisez ou je ne sais quoi. Ça semble servir à rien, très honnêtement, ça semble être un peu gimmick, mais bon. Et puis ça me semble être sacrément dangereux. Déjà, la législation ne suit pas au niveau des voitures autonomes. Mais en plus, si vous dites à la loi, ah oui, en fait, il aura un casque sur la tête, il ne verra pas ce qui se passe. Je ne pense pas que ça passera. Honnêtement, je ne pense pas qu'il devrait mettre ça dans la version finale qu'il compte vendre aux gens parce que ça risque de poser des problèmes au niveau de l'égalité. Parce qu'il y a un mec qui va se cracher avec ça, il aura le casque sur la tête et puis il va dire non, mais j'avais le casque sur la tête, c'est de la faute de Renault ou je ne sais quoi. Et ouais, ça va être n'importe quoi. Enfin bref, on verra bien ce que ça donnera à ce niveau-là. En tout cas, bien de voir un petit peu de concurrence au niveau du marché français sur la scène internationale et on verra ce que ça donnera. Toujours un petit peu au niveau technologie voiture, PepsiCo, donc la société qui fait Pepsi. D'ailleurs, je vais devoir... Alors, il faut que je dise d'autres marques, ou sinon les gens vont dire que je fais de la pub pour Renault. Citroën, toutes les autres marques, PepsiCo, Coca-Cola, voilà, comme ça j'ai dit 2 marques de chaque truc, comme ça vous pouvez pas m'accuser. Donc PepsiCo a réservé apparemment 100 camions Tesla pour certainement... Donc la réservation d'ailleurs, si vous ne savez pas, donc ceux qui ont réservé avant de savoir le prix de réservation, c'était 5 000 $ pour le réserver. Donc en gros, vous virez 5 000 $ et vous avez votre nom, vous êtes réservé, vous êtes dans la liste d'attente. Et quand ils ont annoncé le prix, c'est passé à 20 000 $ pour ceux. Donc en gros, pour remercier les gens qui sont prêts à réserver, peu importe le prix, ils ont fait payer 5 000 $. Et pour ceux qui ont attendu le prix, ils payent 20 000 $. Donc ça fait 100 Tesla Truck à 20 000 $ la réservation, ça fait pas mal d'argent. Évidemment, ils peuvent toujours annuler la réservation et récupérer leur argent, il faut le préciser. Mais c'est juste que, en fait, dès que leur camion sera prêt pour la production, ils ont fait ça aussi pour les Model 3. C'est dès que c'est prêt pour la production, ils reviennent vers vous. Et puis ils font, ok, vous voulez qu'on la construise, il faut payer le gros prix de la voiture, mais elle sera construite, quoi. Ou alors, vous pouvez annuler et on vous renvoie votre réservation. C'est à peu près ça. Donc le plus étonnant au final avec cette news, c'est que PepsiCo a réservé 100 camions. Donc beaucoup de sociétés ont réservé genre 10 camions juste pour tester, vous voyez. Bon, 10 camions, ça fait beaucoup d'argent évidemment. Genre c'est 200 000 $ certainement à l'unité, le Tesla Truck. Enfin non, c'était 180 000 $ qu'ils annoncent. Bon, moi je parie que ça va plutôt être 200 000 $, mais bon. Donc ça va être genre 2 millions pour rien que faire des tests avec 10 Tesla Truck. Mais eux, ils ont carrément... ils en ont réservé pour 20 millions en fait quand ils devront les payer. Du coup, c'est plus que du test là. Là, ils essayent vraiment de remplacer une partie de leur flotte par des camions autonomes, en partie autonomes, et surtout qui sont électriques et qui du coup ne sont pas dépendants des énergies fossiles, en partie en tout cas, tant que c'est pas produit dans une centrale à charbon ou autre chose, l'électricité. Donc c'est ça qui était vraiment étonnant, c'est que les autres sociétés ont juste fait on va tester avec 10 et eux ils ont fait non on va prendre 100, fuck the shit. Alors je pense qu'il vaut mieux être du côté des sociétés qui testent avec 10 honnêtement, parce que j'aime bien Tesla mais ça reste Tesla et des fois ils ont un petit peu du mal à faire les trucs correctement. Donc personnellement si c'était mon argent, que c'était ma société, j'en aurais juste pris 10 à mon avis aussi pour tester. Mais bon, donc voilà, on va voir si Pepsi a fait un bon choix, peut-être pas ou peut-être, je ne sais pas. Alors maintenant on passe un petit peu aux news un petit peu plus hardware, tech, en commençant par un truc simple à comprendre. Le Snapdragon 845 qui du coup a été un petit peu détaillé.
Donc le Snapdragon 845 va remplacer le 835. Ça va devenir certainement le processeur que vous allez voir dans la plupart des mobiles haut de gamme en 2018, à peu près à coup sûr. Et du coup, il est X% plus puissant, X% plus efficace. Et ça devient un petit peu ennuyant ces derniers temps au final. Donc je préfère parler des trucs plus intéressants. C'est notamment, il pourra permettre la capture. Ça ne veut pas dire que tous les téléphones qui l'auront pourront faire ça, mais il pourra permettre la capture 4K en 60 fps. Donc jusqu'à 10 bits de données de couleur. Donc pour information, la plupart des gens qui regardent ici la vidéo ont certainement des écrans 8 bits de couleur. Donc là, ce serait passé à 10 bits. Donc vous avez une plus grande... en fait, vous pouvez mieux voir la complexité des couleurs et tout ça. Il y a plus de couleurs, en fait. Plus d'informations sur les couleurs qui peuvent être enregistrées. Parce qu'au lieu de 8 bits de données, vous avez 10 bits de données, ce qui est beaucoup plus, évidemment. Ça sera certainement... donc permettre de passer un petit peu au HDR. D'ailleurs, oui, je le vois là. Voilà. Donc, il supportera des normes HDR, certainement. D'ailleurs, il pourra faire des ralentis jusqu'à 480 fps en 720p. Et voilà, enregistré en HDR10. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est une bonne chose, justement, que l'HDR commence à se développer, parce qu'on a des écrans HDR qui commencent à apparaître. C'est une bonne chose, l'HDR, honnêtement. Autant le 4K, c'est bien, mais voilà. Autant moi, je suis beaucoup plus intéressé par l'HDR, parce que l'HDR, c'est vraiment une technologie qui... on voit directement la différence. En gros, l'HDR, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est une norme qui permet de définir des écrans qui ont un certain taux de contraste et tout ça. Donc ça permet de définir une norme pour des écrans qui sont nouvelle génération au niveau du taux de contraste et du rendu des couleurs, au point même que c'est limite vraiment proche de la réalité. Donc vous pourriez avoir un écran HDR dans un mur, vous pourriez limite croire, si vous ne bougez pas, que c'est une fenêtre. C'est un petit peu le but recherché. Donc pour moi, c'est beaucoup plus intéressant que des trucs genre, oui, on a 2 fois plus de pixels, mais ça se voit pas parce qu'on est à plusieurs mètres de la TV de toute manière. Donc c'est cool de voir que ce sera supporté dans le record, carrément dans les téléphones, parce que ça veut dire que le contenu HDR va se développer vite. Et quand quelque chose se démocratise, ça se développe plus vite, tout simplement. Donc pas mal d'autres petites informations par-ci par-là sur l'architecture en tant que telle, si vous êtes intéressé. Il y aura certainement des trucs pour les AI, je le vois là, avec l'hexagone ou 685 de 3e génération avec des vecteurs DCP, des optimisations et des performances pour l'IA et le imaging apparemment. Voilà. Plus de sécurité aussi, un petit peu. La sécurité, c'est assez important, mais bon, il y a toujours une faille ou autre chose qui apparaît de toute manière. Et puis, oui, nouveau modem aussi. Donc, il passera du X16 au X20 avec de la LTE en catégorie 18. Et du coup, ça permettra la 4G voilà, à 1,2 gigabits, pas bytes, bits à la seconde. Donc, c'est théorique, évidemment, mais c'est une sacrée vitesse, faut être honnête. Et puis, encore plus d'autres technologies qui... Voilà. Les performances, voilà, ça, je pense que ça devrait être plus intéressant. 2,8 GHz de base, ça ne veut pas dire grand-chose pour un téléphone, mais ça veut dire 20 à 30% de performance, 25 à 30% de performance en plus par rapport au 835. Et du coup, aussi un gain de... Qu'est-ce qu'ils disent là? Un gain de 15% sur la fréquence. Bon, c'est pas très intéressant ça. Mais en tout cas, il devra aussi consommer un petit peu moins. Personnellement, honnêtement... ça me dérangerait pas, donc oui, gain de performance aussi pour le Adreno 360 qui du coup aura 30% de performance en plus niveau graphique. Ça c'est intéressant parce que les GPU graphiques dans les téléphones ne sont pas les plus puissants au monde, alors que les CPU sont déjà largement suffisants niveau performance selon moi. Donc moi je serais plus intéressé que, mais justement ils fassent juste, ok on va mettre juste 10% de performance en plus au CPU, mais on va mettre genre 50% de performance en plus au GPU, parce que selon moi c'est beaucoup plus intéressant. Ou alors qu'ils réservent pour des trucs à côté des puces qui gèrent mieux la photo ou des trucs dans le genre, parce que je pense qu'un téléphone c'est très spécifique et on peut pas avoir un processeur qui fait tout non plus. Il vaut mieux avoir des puces faites pour chaque partie du téléphone honnêtement. Donc voilà, disponibilité donc en 2018, apparemment premier semestre, donc ça devrait assez vite arriver, mais bon c'est pas très étonnant. Certainement Galaxy S9 aura un Snapdragon 845, c'est à peu près sûr. Aux États-Unis, parce qu'évidemment en Europe, nous on a la version Equinox bien souvent. Autre news niveau hardware, des nouveaux pilotes AMD donc, qui sont sortis, les Adrenaline Edition. Donc chaque année, AMD depuis 3 ans maintenant sort une grosse mise à jour pilote. Alors ces gros pilotes ne sont pas forcément au niveau des performances, c'est plus pour rendre les pilotes plus
plus agréable à utiliser, avec plus d'options et plus de trucs. Et ces pilotes-là sont plutôt cool en fait. Donc il y a une très bonne vidéo de Hardware Canucks qui montre ça en anglais. Vous pouvez aller la voir si vous voulez, mais en gros, le gros changement, c'est des meilleures fonctionnalités d'overlay, mais plutôt puissantes en fait. Donc il y a aussi quelques mises à jour au niveau de boost de performance pour des plus vieilles cartes graphiques, mais c'est franchement pas grand chose. Mais du coup, oui, beaucoup de nouvelles fonctionnalités au niveau de l'overlay, et c'était vraiment intéressant parce que vous avez genre, voilà, vous avez l'overlay qui peut, si vous le voulez, hein, apparaître sur votre jeu, et en gros, vous pouvez changer des petits paramètres dans le jeu sans reboot le jeu. Et vous avez même, ça c'était plutôt cool, vous avez un truc, vous voyez là, l'onglet Color, vous pouvez changer les couleurs dans le jeu. Donc par exemple, vous êtes, ce jeu, j'aime pas ce jeu, je joue à Doom, j'aime pas trop le côté orange. Hop, vous allez dans le couleur, et puis vous faites température dans la couleur, et vous pouvez vous remettez vers le bleu, ou enfin vous mettez des températures plus froides, et hop, vous allez enlever le côté orange, ça va être plus terne ou autre chose. Si vous préférez ça, vous avez le réglage. Et ça, c'est vraiment cool. Il y a aussi beaucoup plus de fonctionnalités au niveau du record. Un truc très cool d'ailleurs par rapport au record que j'ai pu voir, c'est que donc ils ont une application mobile maintenant. Pas obligé de l'utiliser, évidemment, hein, c'est juste pour voir des infos. Mais surtout, sur l'application mobile, vous avez un bouton pour lancer le record. Donc ça, c'est plutôt cool parce que ça veut dire que sans utiliser de raccourci clavier un peu chelou ou autre chose, vous pouvez juste prendre votre téléphone, hop, record, puis vous pouvez regarder sur votre téléphone et appuyer sur votre téléphone pour arrêter le record, ou vous avez des informations sur le record sur votre téléphone. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Personnellement, en tant que YouTuber, moi, ça m'intéresse énormément. On avait aussi donc plus de fonctionnalités au niveau du framerate, donc pour contrôler le framerate, donc des fonctionnalités qui permettent en gros de mieux verrouiller le rafraîchissement du jeu à quelque chose de raisonnable. Donc genre, au lieu de faire tourner le jeu à 300 fps, on le fait tourner à 60 fps ou 80 fps ou 120 fps selon le taux de rafraîchissement de l'écran. Et comme ça, on économise en chaleur, en génération de chaleur, en consommation d'électricité, ce qui est une bonne chose, surtout pour les ordinateurs portables évidemment. Donc ça, ce sera plutôt cool pour justement les chipsets intégrés Vega qui seront dans les futurs Ryzen Mobile. C'est une bonne chose justement. Et donc voilà, pas mal de choses au niveau de cet overlay. Et franchement, un très bon driver, franchement. Ça booste pas les performances autre chose, mais au moins ça donne des fonctionnalités très intéressantes. Donc voilà, moi je trouve ça plutôt cool. Donc voilà, les nouveaux pilotes AMD. Alors, une autre news niveau hardware, les RX Vega Custom arrivent enfin. Depuis le temps, elles sont sorties depuis des mois. Et on n'avait que les modèles de base, oui, depuis tout ce temps-là. Donc les Vega 56 et 64, si vous vous souvenez. Hein. Donc vous avez les modèles Saphir qui commencent à apparaître, qui selon moi devraient être les meilleurs, parce que Saphir fait parmi les meilleures cartes AMD en général. Et what the fuck, comme vous pouvez le voir, il y a 3 ports whip-in sur cette carte graphique. Et je ne sais pas pourquoi. Parce que je ne vois pas l'intérêt. Je ne vois pas franchement l'intérêt. Bon, la Vega 56 sera certainement la plus intéressante. Ça permettra un meilleur overclocking dessus, tout ça. Même si évidemment, ça reste une carte qui consomme plus que chez la concurrence. Donc, à voir si ça vous dérange ou pas. Personnellement, ça me dérange un petit peu parce que je suis dans une petite pièce. Donc, quand le PC chauffe, si votre carte graphique consomme 50 watts en plus, c'est 50 watts qui finira dans l'air sous forme de chaleur. Faut le tenir compte. Donc si vous êtes dans une pièce qui est quand même assez volumineuse ou qui est bien aérée, vous avez un chauffage central qui régule la température automatiquement, pour vous ça change pas grand chose. Mais pour moi par exemple, il n'y a pas de chauffage central, c'est une cheminée, ça chauffe et jusqu'à une certaine température, c'est pas très contrôlable. Du coup, moi je préfère un petit peu contrôler ce que sort comme énergie le PC, pas forcément prendre le truc le plus overkill ou autre chose pour justement éviter un petit peu ça. Évidemment, chacun ses délires ou autre chose. En tout cas, c'est une très belle carte. Le PCB a l'air très bien designé. Et on verra ce que ça donnera. On verra surtout combien de temps ça va prendre à sortir quand même, réellement. Mais bon, sacré refroidissement d'ailleurs avec 3 ventilateurs. Ensuite, toujours niveau hardware, un PC avec double Xeon E5 2600. 99, si je me souviens bien, ça doit être des 18 ou 20 cœurs, je ne sais même plus exactement. On peut regarder avec une petite recherche Google très rapidement. D'ailleurs, si vous recherchez toujours des informations sur les processeurs Intel, vous allez sur Arc Intel, il y a toujours toutes les informations que vous voulez. 22 cœurs, 44 threads, 2,2 GHz, turbo à 3,6, ouais, vraiment haut de gamme quoi. Et du coup, il y en a 2, donc ça c'est déjà pas mal. Ensuite, vous avez quelques slots de RAM, donc 512 Go de RAM en DDR4 certainement, c'est à mon avis.
Vous avez aussi quelques SSD, 8 pour être plus exact. On les voit derrière là, ça fait un énorme sandwich. Et aussi, pour la bonne mesure, un 960 Pro aussi de 2 Tera qui est à l'avant. Donc c'est des 850 2 Tera qui sont en raid là. Et d'ailleurs la caméra vient de s'arrêter parce qu'il y a la plus de batterie. Bon, c'est pas grave. On va vite finir. De toute manière, il reste pas grand chose. Et puis 4 Titan V. Yes, énorme. D'ailleurs, au niveau de la Titan V, j'ai pas mis de news, mais il y a des news qui sont sorties au niveau du chiffre des performances. C'est pas vraiment une carte faite pour le jeu, ça c'est confirmé. Elle est quand même plus performante dans certains jeux par rapport à la Titan XP, mais franchement, ce n'est pas très concluant selon moi. Et du coup, il faudra... par contre, pour ceux qui sont des professionnels et qui ont besoin d'une Quadro, enfin, qui ont besoin de la puissance d'une Quadro sans les drivers d'une Quadro, elle est excellente. Mais pour les autres, non. Juste, voilà. Et pour les gamers, non. Évitez, franchement, évitez. Donc, voilà. Il faudra attendre Volta pour le gaming, évidemment, qui devrait sortir l'année prochaine. Et enfin, la petite dernière news, c'est que SpaceX a lancé une nouvelle fusée. Ça faisait longtemps, hein. Ils ont du coup fait atterrir 20... Enfin, ils ont lancé... Enfin, ils ont dû lancer et fait atterrir 20 fusées cette année-ci. C'était aussi la 13e mission de resupply, donc de approvisionnement pour la station internationale. Et donc, alors ça a pris un petit peu de temps parce qu'il y avait une mission qui était programmée pour novembre, mais elle a été retardée plusieurs fois. Elle doit encore arriver dans il me semble, quelques jours, une semaine ou autre chose, ou même début d'année prochaine. Donc ça, c'est un petit peu bizarre. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé là-dessus, mais en tout cas, la mission qui s'est lancée ici, en tout cas, c'était une mission qui était programmée pour vraiment décembre, donc c'était pas retardé énormément autre chose. Donc la fusée a atterri, j'ai regardé le live stream, ça a atterri, voilà, vous avez le live stream d'ailleurs sur la news si vous l'avez regardé. Elle a atterri comme d'habitude, au sol d'ailleurs, c'était un lancement qui se faisait depuis le sol. Le ciel était assez dégagé, donc c'est un très beau lancement à regarder si vous voulez. Donc c'est pas un où c'est caché par la couche de nuages ou autre chose, là on voit très bien ce qui se passe. Et du coup, voilà, ça devient un petit peu ennuyeux, hein. Genre, ils font atterrir chaque fusée maintenant, donc on est en mode, ouais, on veut quelque chose de plus impressionnant. On veut la Falcon Heavy qui devrait être lancée en janvier 2018, peut-être, avec une Tesla dedans, pour je ne sais quelle raison. Enfin bref, du coup, ça pour tout pour ce Tech Ça M'a Chaud, j'espère que vous avez bien apprécié. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge, en commentaire, et on se retrouve normalement pour de prochaines vidéos sur la technologie et tout ça. Allez, ciao ciao à tous!